On s'en va voyager, Audrey et Maxime. On s'en va faire un tour en Afrique, puisque j'ai le plaisir de jaser avec Guillaume Dulude, un gars que j'ai écouté pendant un été de temps au 98.5 à Montréal. Et je le trouve franchement intéressant. Guillaume est docteur en neuropsychologie. C'est un spécialiste en communication, un auteur du livre, entre autres, Je suis un chercheur d'or que je vous conseille. On parle des mécanismes de la communication et des relations humaines. Et voilà, Guillaume parle 9 langues. C'est comme le Laurent Duvernay-Tardy de la neuropsychologie. L'homme parfait. On l'a au bout de... Comment? L'homme parfait. Il va être content d'entendre ça. Salut Guillaume! Allô, allô? Tu es en Afrique présentement. À quel endroit plus précisément sur le continent? Oui, je suis en Afrique du Sud, dans le Cap oriental. C'est la province de l'Est. Et que fais-tu là? En fait, je donne des formations justement de communication, de psychologie, mais je les donne de façon un peu originale. Je les donne dans la savane, en interaction avec des animaux. Puis j'ai choisi certains animaux plus dangereux que d'autres pour donner un petit peu d'épices à tout ça. Et est-ce que c'est des gens qui proviennent d'un peu partout dans le monde qui assistent à ces conférences-là dans la jungle africaine, ou c'est des Africains qui sont déjà sur place, qui décident de rencontrer un conférencier international? En fait, il y a des gens d'un peu partout dans le monde. C'est sûr que c'est principalement francophone, ouais. Mais je dirais peut-être 30 européens et 70 nord-américains, canadiens. Quand on change de continent, est-ce que les principes de communication demeurent les mêmes? C'est une bonne question. En fait, la grande base neuronale, si on veut, reste la même. Mais il faut toujours calculer l'impact de la culture qui va aller un petit peu chapeauter ou inhiber ou modeler certains processus qu'on va dire, mettons, automatiques. Il y a la culture qui rentre en ligne de compte. Donc, on peut pas prendre 100% pour acquis que exactement les mêmes codes vont se révéler de la même façon. Donc, chaque endroit dans le monde nécessite une adaptation absolument. Là, Guillaume, t'as vraiment piqué ma curiosité. Là. Tes conférences avec des animaux plus dangereux, peux-tu m'expliquer ce qui se passe là? Oui, en fait, je trouvais que, en fait, ma passion, c'est la communication, les relations humaines et surtout l'écoute. Alors, le nerf de la guerre en communication, c'est l'écoute, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que les gens sont d'accord avec ça, mais on ne sait pas comment écouter. On ne sait pas quoi faire pendant la phase d'écoute, et c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les bons cues, on ne sait pas quoi observer, puis on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand on apprend quoi observer, ça change tout. Donc, la question, c'est d'où provient cette écoute-là? D'où on vient, d'où le cerveau a tiré cette puissance-là d'écoute? Ben, il faut revenir à la base de notre humanité, et j'ai voulu un petit peu revenir à cette base-là. Donc, il faut commencer avec l'écoute de l'environnement. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut partager avec des animaux sauvages, et l'écoute est particulièrement importante quand il y a des risques autour de nous. Donc, c'est un petit peu ça le thème, c'est qu'il y a un danger réel, il faut écouter, et c'est une question de survie. Vers l'âge de 20 ans, tu as décidé de prendre ton sac à dos puis de parcourir le monde. Tu as même été avec des tribus africaines, je crois. Tu sauras m'en dire plus. Puis tu as été accepté comme un homme blanc, là, un petit blanc-bec s'en va puis et réussit à se faire accepter par ces tribus-là, puis vivre le quotidien de ces gens-là, puis apprendre, puis à échanger avec eux. Ça fonctionne comment? Comment a été ton intégration avec eux, puis comment on fait ça? Ben, en fait, tu poses la meilleure question, puis je te remercie de poser cette question-là, et on a besoin de se poser cette question-là. Et la question, si je peux me permettre de la retourner dans un autre sens, c'est est-ce que le fait d'être noir, d'être blanc, d'avoir des cultures différentes, d'avoir des différences est un bon prétexte pour ne pas créer des relations? Et la réponse est non. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer, c'est-à-dire que si on est capable de s'accrocher aux éléments qu'on a de commun dans les fondements de la communication humaine, de la psychologie humaine, de la survie humaine, on est capable de créer des relations, peu importe de quelle couleur on est, de quel groupe on est, de quelle orientation sexuelle on est. Tout ça, ce sont des identités de groupe qui n'ont aucune importance dans l'instant présent. Puis ça ne veut pas dire que les humains sont pas différents les uns les autres, mais on a principalement des éléments en commun. Et donc, pour répondre à ta question, c'est que moi, je m'accroche sur des éléments
commun que je vois en face de moi. Donc, moi, quand je regarde une personne, je me dis pas à quel groupe elle est. J'ai tout de suite des cibles quand je regarde une personne et je sais que je partage la plupart de ces éléments-là avec elle. Et il y a des mécanismes relationnels qui sont communs à travers tous les humains. Et quand on sait comment les opérer, on peut créer des relations avec n'importe qui. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta vie en côtoyant ces communautés-là? Parce que parfois, tu as assisté à des guerres, là. Oui, plusieurs fois, parce que c'est pas miraculeux non plus. Je veux pas faire miroiter ça. Donc tu peux créer des relations avec des gens, mais quand tu t'en vas dans une société, il y a une hiérarchie et il y a de la politique interne. Mais le problème, c'est que quand tu vas dans une nouvelle communauté, tu n'en es pas conscient des règles. Tu comprends pas comment la hiérarchie fonctionne. Tu connais pas les codes et tu peux mal doser les dangers. Et c'est ça, des fois, qui est difficile. C'est que, des fois, il y a des bouts de la communauté, par exemple, là, que tu déranges, mais tu l'as pas détecté. Donc, des fois, tu as des éléments qui peuvent te faire peur, là, parce que tu n'as pas l'appui d'une certaine partie de la communauté. Et donc, oui, quelquefois, j'ai eu peur, oui. Puis la première fois que j'ai entendu parler qu'il y avait différents types de communication sur la planète, là, c'est que les policiers de la Ville de Québec ont eu une formation en communication pour entrer en interaction avec des individus qui proviennent de d'autres communautés. Nous, en tant que Blancs à Québec, quand on voit un policier, on se tient quand même à une certaine distance. Quand un policier nous jase, ben on sait qu'on n'a pas intérêt à hausser le ton et discuter avec lui parce que bien souvent, ça va être pire, puis on va l'avoir, notre fameux ticket. Et les policiers avaient eu certaines problématiques avec des communautés parce qu'ils ne comprenaient pas les messages des individus. Puis il y a certaines communautés, Guillaume, qui s'approchaient des policiers et même touchaient aux épaules des policiers lorsqu'ils étaient en interaction. Et ça laissait le policier un peu perplexe à savoir, est-ce que l'individu est en train de vouloir me désarmer? Est-ce que lui, sa façon de crier, c'est une façon normale de communiquer ou bien il est en train de me chanter des bêtises? Et les policiers, du moins un policier m'avait dit, ça m'a tellement fait du bien ce cours de communication-là parce que maintenant, je comprends comment ces gens-là communiquent avec les policiers chez eux et de me faire toucher les épaules par ces communautés-là, c'est correct maintenant. Alors qu'avant, il avait peur pour sa vie, il prenait comme son arme, puis là, il envoyait comme un autre signal à la communauté, c'est-à-dire, là, moi, je veux pas vous jaser, là. Bien, tu touches un point qui est vraiment, vraiment intéressant. La question, c'est, OK, comment on fait pour être ensemble? Comment on fait pour appartenir à différentes cultures, différentes communautés, puis comment on fait pour créer un ensemble qui est cohérent ensemble dans une société qui avance vers l'avant, vers des objectifs communs. Donc, tu as plein de mécanismes d'adaptation qui doivent être en place. Un, se comprendre mieux, mais aussi être capable de convenir de règles ensemble. Donc, c'est ça qu'il faut aussi être capable de mettre de l'avant. C'est dire, oui, on est ensemble maintenant, mais maintenant, il faut être capable de s'entendre sur des éléments qu'on a de commun pour être capable de fonctionner puis ne pas se tribaliser. Ce qui est malheureusement un peu trop ce qui est mis un petit peu trop de l'avant, selon moi. C'est-à-dire, oui, on veut renforcer les cultures, mais il faut renforcer aussi un vivre ensemble, c'est-à-dire un terrain commun. Donc, ça prend de l'adaptation de part et d'autre, autant des communautés que des policiers, mais il faut avoir le goût de créer quelque chose qui est commun culturellement ensemble. Mais c'est quoi les premiers signes à surveiller, peut-être, quand tu tombes face, justement, soit à des communautés différentes, soit à quelqu'un dans la vie que tu connais pas, point? Y a-t-il des choses que tu peux remarquer au day-to-day? Parce que tu sais, j'écoutais Yannick te donner un certain exemple, puis je sais pas pourquoi, je me suis mis tout de suite à penser à la façon de saluer les gens. Moi, j'ai la mauvaise habitude de rentrer dans la bulle du monde puis de donner 2 becs, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, tu sais. Y a-t-il des signes qu'on peut surveiller quand tu tombes face à quelqu'un, voir, OK, comment on peut communiquer puis se comprendre rapidement, facilement, là? C'est une grande question. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La première chose, c'est encore une fois, c'est l'écoute et le fait de faire attention dans les premiers instants lorsqu'on s'approche d'une personne. Tu parlais de la bulle. C'est effectivement quelque chose qui est très important. Puis la bulle, entre les humains, ça se joue centimètre par centimètre. Par exemple, tu es à une certaine distance d'une personne, tout va bien. Tu avances d'1 centimètre et vraiment, je parle 1 centimètre, 10 millimètres, et tu vas avoir une réaction d'une personne. Et tu dois être capable, dans ton écoute, de percevoir que là, il y a un 10 centimètres, il y a un centimètre qui est de trop. Donc, cette
ajustement-là, cette sensibilité-là à la réaction de l'autre personne te permet de prendre des bonnes décisions, de t'adapter à chaque personne. Parce qu'encore une fois, chaque personne est un peu unique. Oui, il y a l'aspect culturel, mais il y a l'aspect carrément individuel. Chaque personne est un peu unique. Donc, l'écoute te permet de prendre des décisions au fur et à mesure pour qu'on puisse créer de la sécurité. Donc, ça veut dire, mettons, de l'anxiété qui est basse. Et si l'anxiété est basse, typiquement, avec l'exposition de l'autre personne, la relation va augmenter progressivement. C'est ce mécanisme-là qu'on veut mettre en place. Mais il est incompatible si l'anxiété est élevée alors qu'on est tout le temps en train de briser des barrières trop rapidement. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, une personne qui, par exemple, fixe sans cligner des yeux, c'est une personne qui n'est pas à l'écoute. Elle réfléchit. Si elle réfléchit, c'est principalement à cause soit d'objectifs qui est dans sa tête ou soit à cause de l'anxiété. Donc, une personne qui cligne pas du tout, déjà, il y a quelque chose ici. Il faut interpeller la personne. Elle n'est pas avec nous. Fait que ça, c'est un signe. Une personne qui va, par exemple, fuir le regard, c'est la plupart du temps, lorsque c'est une fuite, une saccade latérale, c'est relié à l'anxiété. Donc, les signes de l'anxiété, je dirais ça, c'est parmi les meilleurs prédicteurs du fait que la relation ne s'opère pas dans l'instant présent. Il faut être capable de réagir. Et ça, selon moi, on doit l'apprendre à l'école. Mais on n'est pas là, encore une fois, mais on travaille là-dessus, mais on devrait apprendre ces éléments-là le plus rapidement possible. Ouais. Hey, Guillaume, je veux revenir à ton voyage. J'avais parlé avec un psychiatre il y a de ça quelques années qui avait été sur le continent africain dans différentes communautés pour savoir comment on traitait les gens qui avaient des problématiques de santé mentale dans divers villages. Et lui me racontait que parfois, il devait enlever ses yeux d'occidentaux parce que nous, on a une façon de traiter nos malades mentaux, puis bon, on leur jase, bien entendu, on essaie de leur donner des trucs, une boîte à outils, tout ça, on leur donne des médicaments, tandis que dans certaines communautés, on les traite différemment. On peut les enfermer, on peut les attacher autour d'un arbre avec des chaînes pour être sûr et certain qu'ils ne s'en aillent pas, puis qu'ils soient là quand on va revenir. Et lui, il m'avait dit, Yann, t'as pas idée à quel point j'ai dû mettre mes commentaires de côté dans ces communautés-là. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous l'avez fait? Il dit, parce que c'est moi qui aurais été attaché autour de l'arbre. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ce genre d'expérience-là où tu te dis, OK, là, moi, Guillaume Dulude, là, je viens du Canada, là, je suis sur le continent africain, je suis aussi bien de ne pas communiquer ce que je suis en train de penser parce que ça peut être une problématique pour moi, là. Définitivement, il faut choisir ses batailles. Il faut choisir quand est-ce qu'on se prononce, quand est-ce qu'on s'exprime. Il faut avoir la sensibilité de dire en ce moment, c'est pas le bon moment ou c'est pas le bon commentaire à faire ou je suis pas conscient de tout ce qui joue culturellement. Donc, oui, l'inhibition, là, en fait, se retenir est une bonne chose. Ceci dit, il existe des problématiques mentales qui sont de nature biologique, qui sont présents chez tous les humains. Donc, tout n'est pas culturel. Il y a une partie biologique importante. Ouais. Mais comment ces problématiques-là vont se révéler? Là, il y a une interaction avec la culture. D'autre part, les cultures qui sont, je dirais, plus traditionnelles ont généralement moins d'anxiété parce que l'anxiété, c'est la prédiction du futur ou d'une blessure ou de le fait d'avoir mal dans le futur. Donc, les cultures plus traditionnelles, c'est plus au jour le jour et ils anticipent moins le futur. Donc, l'anxiété est toujours plus basse. Donc, les problèmes typiquement anxieux sont très rares pour dire inexistant parfois dans certaines communautés. Je me souviens là, d'un moment donné où j'expliquais dans une communauté qu'un des grands mâles de notre culture à nous, moderne, c'est l'insomnie. C'est absolument impossible de comprendre l'insomnie pour certaines cultures. C'est comme c'est la chose la plus facile de ta journée. Tu fermes tes yeux à l'horizontale et c'est tout. Essayer d'expliquer qu'on peut pas dormir, c'est carrément là être un extraterrestre. Donc, ça donne une idée à quel point il y a des choses qui touchent pas la population de façon égale, la façon indépendamment dont on vit. Guillaume Dulude, pour les gens qui seraient intéressés à avoir ce type de formation-là, aller dans une formation en Afrique pour avoir tes services, ils peuvent faire quoi pour te suivre? Hein?
Ben, en fait, ça donne bien. Moi, j'invite les gens à venir assister à mon live ce soir. Je fais un live à 19h sur mon Facebook, Guillaume Duluth.com, et je vais parler de communication. Je vais donner des trucs. Je vais répondre à des questions. Donc, je fais souvent des lives pour essayer de donner des trucs gratuits aux gens pour les aider, leur donner quelques conseils. Donc, ça peut être un premier pas qui peut être le fun ce soir à 19h. Ouais, tu reviens au Québec quand? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Il y a de la neige, mon ami. Oui, non, je me prépare mentalement, merci. Voilà. Un gros merci, Guillaume Dulude. Merci à vous deux. Bye-bye, Guillaume. Salut. Guillaume Dulude, en direct de l'Afrique, qui est un docteur en psychologie, un spécialiste en communication. Et l'auteur du livre « Je suis un chercheur d'or ». Si tu ne l'as pas déjà lu, Ça vaut la peine. ça vaut vraiment la peine.